Ça, c'est une pratique chez l'éditeur logiciel de faire que les techs, ils aillent au service client, qu'ils fassent du ticket, qu'ils répondent à un ticket. C'est ça, qui se confronte à la réalité de ce qu'on produit. Et vous le faites faire aux prestats aussi. Et les prestats le font, alors ils le font pas en mode ticket, ils le font différemment, mais au début pour prendre un peu la température de voir ce que c'est. Et puis il y a une formation interne aussi sur des notions de compta, sur quelques notions, on fait faire des cas d'usage sur nos outils. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, encore un épisode très spécial de Parole de CTO avec un job à Nantes. Parole de CTO, c'est l'émission où on reçoit des décideurs de la tech pour débattre de sujets d'actualité. Le sujet du jour, c'est l'externalisation des compétences IT dans les startups. C'est vrai que c'est un tabou dans la tech. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai été très surpris de voir que les grosses startups, parfois avec 60 personnes, avaient 90% de prestataires qui venaient de grosses ESN parisiennes, pour le coup. Et c'est un sujet qu'on n'a jamais réussi forcément à aborder avec des invités sur un plateau. Il y a une forme d'omerta qu'on va briser aujourd'hui avec 3 invités. Est-ce que c'est cool ? Alors, au milieu, c'est Vincent Vibard qui est CTO chez RCA. RCA, c'est un éditeur de logiciels qui accompagne les experts comptables depuis 20 ans. Et toi, Vincent, tu as fait une reconversion 20 ans dans tout le monde. Oui, c'est ça. Avant d'être développeur et de bosser dans l'IT, j'étais infirmier. Donc, j'ai décidé de me reconvertir au bout de 5 ans, 6 ans d'expérience. À l'époque, c'était pas cool, il n'y avait pas 70 écoles sur chaque trottoir. À l'époque, c'était un autre parcours. C'était beaucoup moins simple qu'aujourd'hui. Il y avait de l'alternance ? Il y avait de l'alternance, mais j'ai pas pris ce chemin-là. Moi, j'ai fait l'ENI à Nantes. L'ENI à Nantes, c'est une institution. C'est ça. Même encore aujourd'hui. C'est ça. Il y a beaucoup de mémoire. Je suis une promotion, ça s'appelait analyse programmeur. Alors qu'aujourd'hui, ce serait concepteur, développeur d'application. CDA. Si tu me le confirmes, je ne sais pas. Je confirme. Guillaume Leclerc, tu es responsable de SI métier chez Nickel, le compte pour tous ouvert chez votre buraliste. Alors, toi, tu es marathonien, pour l'information. Absolument. Et tu cours depuis longtemps ? Ouais, ça fait à peu près 5 ans que je cours. Ouais. Pourquoi tu as décidé de courir des marathons de 40 km ? Parce que des marathons de moins de 40 km, ça s'appelle pas des marathons. On la garde, elle est bien. Thomas Carpaille de Chaudeau Nantes. Oui, Chaud de Nantes. Donc, tu es le CTO de l'agence. C'est une agence de conseil spécialisée dans le craft avec un modèle innovant. Thomas, toi, tu es le breton de l'étape et surtout, tu es certifié SAFE. Est-ce que tu as une explication ? Alors, déjà, la certification, c'est une information qui est censée être un peu confidentielle et dont trop de gens ont écho. Donc ça, c'est un premier problème. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de lien entre la Bretagne et SAFE, sauf si on considère que la Bretagne, c'est une safe place. Bon, voilà, j'ai pas trop d'explications. Alors, on discute ensemble aujourd'hui dans le cadre de Un Job à Nantes #Tech. Le collectif regroupe une vingtaine d'entreprises nantaises et vise à faire rayonner la métropole Nantes-Saint-Nazaire et son environnement tech. Vous pouvez retrouver toutes les annonces des entreprises du collectif sur le job board de la cantine du numérique à Nantes. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement des job dating qui seront en distanciel, en présentiel, à Paris, à Nantes. Suivez-les pour venir rencontrer des Nantais et construire avec eux votre projet de déplacement et d'implantation à Nantes. C'est très cool. C'est la 4e vidéo aujourd'hui. Et dans la 3e vidéo, on a abordé le sujet du numérique responsable avec Damien Villeneuve de BIAP et Benoît Jacquemont d'Akeneo. C'est plein de sujets super intéressants qui ont été abordés. Pensez à ajouter cette vidéo dans votre watchlist. Et abonnez-vous bien sûr pour voir la suite de cette série. Au programme aujourd'hui, on a 3 sujets. D'abord, on va voir avec nos invités pourquoi les entreprises ont intérêt à susciter des prestataires et comment on le fait bien finalement. Le 2e sujet, ce sera vraiment l'onboarding de ces prestataires. On a trouvé que c'était le sujet le plus important dans tous les thèmes à aborder, donc on lui a dédié une partie entière. Et enfin, on parlera de l'écosystème nantais, parce que vous pensez bien que les startups et les prestataires, c'est un écosystème qui grandit ensemble et qui ne se ressemble pas dans chaque ville. Donc on parlera bien sûr du marché nantais. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais. Celle-là, c'est youtubesque. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il n'y a pas un truc comme ça avec les mains ? Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est parti. Alors déjà, donc pour commencer sur la partie de comment choisir les prestataires dans son équipe IT, c'est quoi les ratios dans vos entreprises ? Thomas, vous, c'est 100% de prestataires ? Oui, nous, on fait que de la prestation actuellement. Après, on intervient chez des clients où il y a plus ou moins de prestations. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense. Parce que la question, maintenant, je me rends compte, elle n'est pas si bête. Des fois, il y a des agences qui ont des modèles de logiciels ou du SaaS en plus. Oui, nous, on fait que de la prestation. Après, on peut prendre des projets en régie forfaitaire pour des clients, mais on fait que de la prestation à 100%. D'accord. Comment ça se passe chez RCA et chez Nickel ? Chez RCA, on a entre
10 et 20% de prestat, ça dépend des moments de charge, ça dépend des sujets qu'on adresse aussi. En moyenne, c'est à peu près ça, entre 10 et 20. Chez Nickel? On est à peu près à 30%. Après, c'est vraiment variable en fonction des équipes. Comment ça se répartit les équipes chez vous? Toi, tu es sur les équipes plutôt back-office, c'est ça? Moi, je gère toutes les équipes de développement. De dev? Et même au sein des équipes de développement, on ne va pas avoir les mêmes ratios de prestations. On a des systèmes plus critiques sur lesquels on est un peu plus verrouillé, avec moins d'ouverture sur la prestation. C'est les systèmes core banking, c'est ça? C'est ça. Et puis on a les systèmes plus classiques, les applications mobiles, nos applications front office, back office, où là, pour le coup, pour répondre à un marché hyper concurrentiel, on se doit d'aller vite, donc on fait appel à des prestations pour renforcer les équipes. D'accord, c'est plutôt la compétition qui vous fait faire appel à des prestataires? On est sur un marché qui est très tendu, très pénurique en termes de main-d'œuvre. Donc à un moment donné, un recrutement, ça prend plusieurs mois. Le faire venir la personne, le former, ça prend du temps. Parfois, la prestation, ça permet d'accélérer le traitement. Du coup, pour rebondir, Vincent, toi, tu disais que ça dépend des sujets que vous faites appel les gens. Là, récemment, est-ce que le move to cloud, ça a été un sujet qui est un bon sujet pour faire appel à des prestataires? Ouais, complètement. C'est pas le seul, mais effectivement, c'est un bon sujet. Dans un premier temps, surtout parce qu'on a des personnes compétentes rapidement, avec des prestataires qui ont les compétences, là où on les a pas forcément en interne, où ça prend du temps, soit de recruter des gens, soit de les former. Donc ça permet d'en avoir quasiment immédiatement, ou en tout cas dans un délai assez court, des gens compétents qui nous aident et qui ont probablement fait ça ailleurs aussi avant. Donc c'est assez déterminant en tout cas sur ce sujet-là. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez trouvé que c'était clé de faire appel à des prestataires dans l'histoire de RCA depuis hier? Ouais, il y a eu déjà pas mal. Alors, moi, j'y suis pas non plus depuis très très longtemps, j'y suis depuis 2 ans. Mais on prend souvent des prestats aussi pour nous challenger en interne, notamment au niveau des leads techniques. Ça permet d'amener un peu de fraîcheur, un peu de vision externe aussi, parce que des gens qui ont fait d'autres choses dans d'autres contextes peuvent amener des choses nouvelles. Donc, c'est aussi pour ça qu'on prend des prestataires. Thomas, c'est quoi les sujets sur lesquels vous intervenez chez Chaudes Nantes? Le craft, c'est un sujet en soi. Déjà, est-ce qu'il y a des boîtes qui vous font intervenir parce qu'ils veulent adopter la pratique craft dans les équipes? Alors, pas nécessairement, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles on intervient. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur des missions assez classiques d'accompagnement dans lesquelles on va quand même essayer d'apporter cette touche de bonne pratique. Et effectivement, des fois, on est consulté parce qu'il y a un gros legacy et qu'on veut reprendre la main dessus, ou alors pour améliorer... ou redesigner des applications d'un point de vue logiciel, par exemple, si on veut faire des découpages plus métiers sur des applications, ce genre de choses. C'est de l'architecture à ce moment-là? Ça peut être, oui, de l'architecture logicielle. Ça peut même être, on a des gens qui interviennent au niveau architecture, on va dire système aussi chez nous, mais c'est un peu plus rare. On est quand même plus identifié sur le segment du développement. La manœuvre de Conway existe? Tu me lances sur les sujets de Julien. Non, mais non. Alors, on en a parlé sur le plateau d'avant. Dans l'émission d'avant, on parle du fait que justement, en fait, mettre des indicateurs de CO2 par équipe, ça permet en fait de restructurer comment on gère son CO2. Donc, en fait, la manœuvre de Conway dans cette série-là, on en parle vraiment tout le temps, pour le coup. Mais et donc du coup, comme tu dis, on restructure les équipes, on change les équipes. C'est pour ça que je te demande si le sujet derrière, c'est de restructurer le SI ou au-delà de l'équipe, quoi. Ça peut, mais c'est pas systématiquement là-dessus qu'on intervient. Après, par exemple, on travaille chez Guillaume, ça va plutôt être, c'est pas forcément pour faire de la restructuration. C'est plutôt pour essayer de faire vraiment de l'accompagnement et amener justement potentiellement cette touche de bonne pratique au sein des équipes. Enfin, quand on vient chez nous, on a des gens qui sont formés au test, qui sont formés à des pratiques comme le TDD, ce genre de choses. Ils sont pas forcément là pour restructurer ton SI, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, moi, parce qu'en tant que patron de PME, j'ai quand même l'impression que les salariés, c'est beaucoup moins cher que les prestataires. Est-ce que c'est un mauvais a priori ou est-ce que c'est une réalité quand même au quotidien, Vincent, Guillaume, pour commencer? Oui, c'est effectivement plus cher que des internes. Après, il faut savoir ce qu'on va chercher. C'est pour ça. C'est pour ça que les prestataires qu'on va chercher, en tout cas chez RSA, sont plutôt des prestataires qui nous apportent quelque chose de différent, j'ai envie de dire, que d'un collègue lambda, enfin, sans dénigrer, c'est pas le sujet. C'est se dire, vu le prix qu'on y met, il faut que la personne soit quand même assez déterminante sur ce qu'elle amène comme valeur, soit à l'équipe, soit à l'orga, soit à la solution.
Donc oui, c'est effectivement plus cher. Je confirme. Et Guillaume, ça nous permet de passer en CAPEX, le prestataire, non? Absolument. En fait, la question du coût est intéressante. Il faut la raccrocher à la temporalité. Si on est vraiment sur une courte période de prestation, c'est plus intéressant de faire de la prestation que d'embaucher. Parce que la personne qui est embauchée, elle est là et elle va coûter tout le temps. Donc ça va vraiment dépendre de l'enjeu qu'il y a derrière. Alors ça me permet de rebondir sur la question d'après. Est-ce que on pourrait penser que les startups dans le logiciel, elles recrutent beaucoup de devs au début parce qu'il y a beaucoup de code à faire, et après finalement une fois que le logiciel est un peu fini, on peut recruter des commerciaux et on se débarrasse un peu des devs, quoi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les startups elles prennent beaucoup de prestats? Moi je crois pas trop à ça, parce que je pense que le logiciel il est jamais vraiment fini. Logiquement c'est un produit qui vit, donc je crois pas trop à cette théorie. Je pense pas par exemple nous on en prenne beaucoup en proportion. Donc je suis pas... Non mais par exemple, alors je vais la faire autrement, ouais. Parce que sur un logiciel comme celui d'RCA, au début il y avait plus de dev que de run. Ouais. Et donc maintenant aujourd'hui tu as besoin de plus de run que de dev. Non, j'ai toujours plus de dev que de run. T'as toujours plus de dev que de run? Ouais. Jamais il y a un moment où la balance elle baisse? Non, j'ai un run qui augmente aussi, mais il faut continuer de dev pour innover face à la concurrence? Bah, bien sûr, déjà, premièrement. Puis des features, je compte sur l'inventivité des gens du produit pour en trouver, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes sur un marché où la réglementation, elle vous oblige à coder aussi, non? Ouais, donc déjà, on a des évolutions réglementaires à faire, donc ça, c'est un minimal. Mais au-delà de ça, après, il faut pouvoir se démarquer de la concurrence. Donc ça reste aujourd'hui beaucoup d'équipes de features, quand même. En plus, j'ai un nouveau CAC qui est méga jeune. Lui, il est méga tech-savvy, quoi. C'est genre, il a 20 outils, il testait plein d'outils. Il me dit, j'ai utilisé tel outil, je lui donne les tickets de caisse de métro de mon client, il me trouve tous les abus de biens sociaux dedans. les comptables de nos jours, ils sont vraiment hyper exigeants sur le logiciel, quoi. Alors oui, ils sont exigeants sur le logiciel, et puis notamment parce que là, pour le coup, dans le cas de RCA, le produit qu'on met à disposition des experts comptables, ils le mettent à disposition de leurs clients, eux, qui sont essentiellement des TPE. Donc effectivement, ils veulent, que ça automatise de plus en plus leur métier à eux, qu'ils aient moins d'interventions à faire, et que les clients, pour qu'ils soient hyper faciles d'accès. Ouais. Donc il faut une couverture fonctionnelle qui est quand même assez large. Guillaume, du coup, comment ça se passe chez vous? C'est relativement similaire. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un marché qui est très concurrentiel. Donc, toutes nos applications sont en perpétuel mouvement, elles sont toujours en train d'évoluer. On a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à ajouter assez régulièrement. Donc, il n'y a pas vraiment encore eu de phase où on s'est dit, là c'est bon, on met en pause un produit et on se contente de faire du run. Est-ce qu'il y a des big bang migration, genre le jour où vous avez dû adopter Kubernetes, ou peut-être vous n'aurez jamais ça? Est-ce qu'il y a il y a quand même des gros changements de SI, j'imagine. Vous avez jamais eu COBOL, par exemple? Alors, non, on n'a jamais eu de COBOL, on est trop jeune pour ça. Mais tu vois, par exemple, dans les banques, le sortir du mainframe, c'est un sujet, c'est plus qu'une transition de SI, quoi. En fait, dans les banques, je pense que la sortie du COBOL ne se fera jamais. Ils sont trop on peut le cacher sous le tapis, la S400? Alors, il le cache pas, hein, il l'utilise très bien. Mais non. Alors par contre, certes, on n'a pas de COBOL, mais on a quand même, nous aussi, nos propres dettes techniques, notre propre legacy. Donc on a aussi des actions qui nécessitent parfois des grosses migrations. On peut avoir du legacy en Scala? Alors, oui. Typiquement, quand tu développes un produit et que tu n'as pas le temps de gérer toute ta dette, à un moment donné, tu vas devoir la régler, cette dette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tu fais tes choix de conception en fonction du contexte du moment. Ouais. Ton contexte évolue. Ça devient mécaniquement ton legacy. Est-ce que le métier il a changé tant que ça pour que le contexte il évolue chez Nickel? Je dirais pas que le métier évolue, mais les pratiques évoluent. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui induit beaucoup de changements de comportement. Ouais. Et ça, c'est des moments, du coup, où vous avez des transitions, vous avez, même dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous avez des compétences que vous n'en aviez pas besoin l'an dernier, maintenant vous en avez besoin. Est-ce que les prestataires, ils vous aident à répondre finalement à ces connaissances, tu vois? Je veux dire, il y a 2 ans, un data engineer, on ne savait pas ce que c'était. De nos jours, on en a 15 dans une pièce. Peut-être pas chez vous, mais de manière générale, il y en a partout. Il y a le cloud engineer, ça n'existait pas il y a 4 ans. Maintenant, il y en a partout. Le DevOps, c'était pas un métier il y a 5 ans. Maintenant, il y en a dans les boîtes, alors que c'est pas censé être un métier, le DevOps. Est-ce que les prestataires vous aident à répondre à ce besoin finalement d'évolution dans les compétences du SI, quoi? Oui, absolument. Typiquement, si on restait uniquement entre nous,
il y aurait un entre-soi qui se créerait et on ne pourrait pas suivre le rythme du marché informatique qui évolue très très vite. On n'aurait pas les dernières pratiques, que ce soit en termes de méthode, que ce soit en termes de technique. L'intégration de prestataires, ça nous permet aussi de nous challenger, de nous remettre en question et puis d'avoir cet apport extérieur. Un peu, alors tu sais qu'on l'a dans les petites startups aussi, hein, la petite startup où ils sont 3 à faire du Ruby on Rails depuis 10 ans, ils sont toujours convaincus que Ruby on Rails c'est le truc le chouette du monde. Hein. Et tant qu'ils verront un d'autre, ils n'ont pas de raison de penser autrement. C'est une forme d'effet tunnel finalement, quoi. Thomas, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu, toi? L'effet tunnel dans des sociétés? Ouais, ça, ouais. Les gens qui font du Scala, ils pensent que Scala c'est génial et qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Déjà, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume dans le sens où tu peux produire du legacy dans n'importe quel langage. T'as pas besoin de faire. Et au contraire, tu peux faire du COBOL et avoir un code qui est très maintenable, etc. Même si de fait, tu es sur une techno qui est peut-être un peu dépréciée. Après, si tu fais du JavaScript, ce sera legacy dans 2 ans, c'est sûr, quoi. Ouais, mais même. Après. Ta définition de legacy, elle peut être changeante en fonction des personnes, mais nous, on considère que potentiellement, ce que tu as écrit au sprint précédent, c'est déjà legacy, parce que ça répondra peut-être pas à ton futur besoin métier. Donc voilà. Après, il y avait quelque chose d'intéressant aussi sur l'entre-soi dont tu as parlé. C'est nous aussi, on essaye de ne pas avoir que des clones pour éviter d'avoir que des gens qui sont formatés de la même manière et essayer justement de s'apporter de nouvelles connaissances et essayer par exemple de voir comment on peut apporter des bonnes pratiques sur le passage sur le cloud, sur ce genre de choses. Voilà, du coup je pense que ça c'est un des trucs qui est intéressant, mais dans tout type de boîte, le fait d'avoir des gens qui ne sont pas des clones et d'avoir une variété de compétences, même si après nous, comme on a quand même un axe sur notre prestation qui nous semble important et qui est un prérequis, ça veut pas dire que les gens chez nous sont tous des clones derrière. Mais après, j'ai un peu perdu ta question d'origine, je t'avoue. Non, mais ça marche. En fait, ça marche aussi parce que justement, je suis étonné sur ta réponse, parce que quand on est une ESN spécialisée, tu vois, justement, on a travaillé avec un consultant de Shodo qui était bon en craft. On s'imagine que tous les autres vont être pareils. Justement, tu me dis non, nous on cherche à avoir une diversité. Non, on est quand même, ça reste notre cœur de métier, mais ça veut dire que par exemple, je sais pas, on fait plusieurs technos chez Shodo. Enfin, t'as pas que des consultants qui font du Java par exemple, t'as des consultants qui font d'autres choses. T'as des gens qui vont avoir cette compétence craft, mais en même temps être un peu spécialiste du Green IT. On a des gens qui donnent des conférences là-dessus. Donc en fait, on a un cœur de compétences, mais on fait plein de choses autour et on tourne. Enfin, ça reste, des choses sur lesquelles on est tous et toutes sensibilisés à l'intérieur de la boîte. Mais ça veut pas dire qu'on a que cette compétence, en fait, chez Shodo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Comment on fait pour qu'un prestataire qui s'en va, il ne se taille pas avec toute la connaissance du SI, quoi? Parce que là, finalement, voilà, si tu as pris un prestataire pour mettre le cloud, pour mettre un prestataire qui fait du DevOps, quand il s'en va, est-ce qu'il y a encore... comment on fait pour que la pipeline de CI ne tombe pas le premier jour où il s'en va, quoi? Alors déjà, on ne le met pas tout seul sur un sujet, c'est ce qu'il y a de mieux. Le binomage, c'est la solution? Le binomage, c'est au moins une solution, c'est pas la solution. Il y a effectivement écrire la doc, il y a le fait de partager au plus grand nombre. Ça permet de limiter. Mais après, on sait très bien que de toute façon, les prestats comme les internes, d'ailleurs, quand ils quittent la boîte, il y a une partie de la connaissance qui part avec eux. C'est toujours le cas. Voilà. Donc, ce qui est compliqué à les internes, ils ont 3 mois de préavis pour compenser. Ouais, bien sûr. Mais 3 mois, ça passe très vite. Ils ont des tâches opérationnelles, donc ils passent pas 3 mois à faire de la réversibilité. 3 mois pour recruter un DevOps, c'est pas assez long, quoi. Non, on ne recrute pas des DevOps. Il n'y a pas de DevOps chez RCM? Il y a des gens qui font du DevOps, mais il n'y a pas de DevOps. Il y a des gens qui ont appris la méthode DevOps? C'est ça. Il y a des gens qui ont le mindset DevOps, et heureusement, on en a besoin. Par contre, je ne crois pas au titre d'ingénieur DevOps, si je veux être très clair. Pourquoi il n'y a pas de gens pourquoi il n'y aurait pas de gens dans le métier DevOps? Parce que pour moi, c'est une façon de penser, c'est une philosophie, c'est une façon... c'est comme l'agilité, c'est pareil. Pour moi, c'est une façon d'appréhender les sujets, une façon d'être responsable des sujets. C'est ça. C'est pas juste... non, je suis spécialisé dans... quelqu'un qui fait de l'automatisation d'une CI, il fait une tâche, mais c'est pas du DevOps. Ça va plus loin que ça. Je suis tout seul à vous partager parce que Non, moi je suis aligné sur le fait que c'est une culture pour moi. Ouais. Du coup, il y a des consultants DevOps chez Shodo, quoi? On a des gens qui vont... Ils sont coach DevOps, du coup?
À ma connaissance, peut-être à Paris, mais on n'a pas spécialement de coach DevOps, mais on a des gens qui ont vraiment cette culture et qui sont formés à cette culture et qui vont être capables d'intégrer des équipes SRE, ce genre de choses. Parce que s'il y a des coachs agiles et des coachs oui, il doit y avoir craft, des coachs. Il doit y avoir des coachs DevOps. Il doit y avoir des coachs DevOps, mais je pense pas qu'on en ait chez nous. Mais on a des gens qui sont qui sont dev avec une forte compétence Ops, ouais. Mais je pense pas qu'on ait de. Après, je connais pas. Moi, aujourd'hui, je connais pas de personne qui a ce titre-là de coach. Guillaume, j'ai une question hors prépa. Est-ce que tu pourrais expliquer, vu que tu as fait du métier ESN, c'est quoi la différence entre l'AT, l'assistance technique, et le conseil? Genre, à quel moment c'est plus de l'AT, c'est du conseil, à quel moment c'est plus du conseil, c'est de l'AT? J'ai le droit de troller ou pas? Du moment qu'on comprend clairement, c'est ok. C'est chaud quand même. Ah, on a le temps. Tu veux que Vincent fasse une blague entre deux? Ah merde. Est-ce que tu fais un jeu de mots, Vincent? Sur le sujet? Je sais pas, non, je réfléchissais à... Si tu m'avais posé la question, qu'est-ce que j'aurais répondu? Parce que j'ai fait aussi pas mal de SN, donc... Ouais, bah là, laisse Guillaume. Mais je vais le laisser décanter. Pour le coup, moi, j'ai pas fait de conseil. J'étais pas dans la branche conseil. T'as fait que de l'ESN? J'ai fait vraiment de l'ESN en mode delivery de projet, soit en AT, soit plus souvent en mode forfait, en centre de service. Et du coup, là, aujourd'hui, chez Nickel, tu fais appel à des gens qui font du conseil? Non. Non. C'est que de l'AT. Pas à mon niveau. À ton niveau, c'est que de l'AT ou de la régie? Ou du forfait? C'est de l'assistance technique. Ouais. Les personnes sont intégrées à nos équipes. Ouais. C'est un choix. Pour le moment, on ne souhaite pas faire recours à des centres de service. Oui. Je pense que d'une part, on n'est pas prêt, et puis globalement, on a aussi besoin de maintenir le lien entre nos personnes qui sont en prestation et le reste de nos équipes. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis. Tu expliques la différence entre l'AT et le centre de service. Centre de service, c'est vraiment, je vais externaliser une application SATMA en dehors de mon bureau, quoi. C'est ça. Alors après, il y a différents modèles qui existent. Hein. Tu dois pouvoir trouver un CDS déporté chez le client. Voilà. Mais bon, faudrait voir l'intérêt. Mais il y a toujours un intérêt, hein, en vrai. Non, mais par exemple, dans le mobile, avant, il y avait des agences mobiles, tu vois, où c'était des studios. Les clients, ils venaient dedans et puis le patron disait là, il y a des barbus, là, il y a des barbus, là, il y a des barbus. Ça, c'était vraiment le studio. Et puis, il y a un moment où c'est devenu cœur de métier. Et ce modèle-là marchait plus, tu vois. Et en fait, il fallait être plus proche du métier. Donc, on s'est déplacé, tu vois. Et donc, il y a 20 000 nuances entre le CDS et l'AT. La différence, c'est vraiment le fait d'externaliser le projet, quoi. Je dirais même plus que le projet, parfois, c'est carrément le produit que tu vas externaliser. Le produit logiciel. Nous, aujourd'hui, on n'est clairement pas prêt à faire ça. On souhaite garder vraiment la main sur nos produits. Puis on a des équipes internes qui sont tout à fait compétentes aussi pour les maîtriser. Donc on a besoin d'avoir cette proximité avec les ressources externes, les prestataires. Ok. Vincent, toi, tu as fait du conseil? Moi, j'ai fait du conseil? Ouais. Non. Perdu. Non. J'allais faire un troll, j'allais dire le conseil, c'est celui qui écrit les PowerPoint et l'AT, c'est ceux qui réalisent, mais on est un peu là. Enfin, le conseil, c'est toujours un... Les consultants chez Nika, ils sont pas facturés 350 € la journée. C'est vrai. Je confirme. C'est pas de l'AT. Hein. C'est pas de l'AT. Après, est-ce que le prix qu'on facture est lié à l'activité ou à la qualité à la valeur ajoutée, au moins? T'en penses quoi, Thomas? Vous êtes une agence conseil. Hein, moi, j'ai vu sur la plaquette commerciale, il y avait marqué... on fait du conseil, mais pas que. Agence de conseil spécialisée en craft. Ouais, on fait du conseil, mais pas que. Mais on fait de l'AT dans le sens où, par exemple, je pense que chez Nickel, où on travaille, on fait de l'AT avec une partie de conseil dans le sens où on va essayer de diffuser, de diffuser des bonnes pratiques, d'amener l'équipe à faire mieux. Donc c'est en ça qu'on essaie d'amener de la plus-value. Après, moi j'ai fait des missions de conseil où effectivement j'étais chargé de faire des audits dans des équipes, ce genre de choses. Donc faire des PowerPoint pour que des gens réalisent derrière. On en fait aussi, mais effectivement on essaie d'amener de la valeur à un autre niveau et sur des temps plus courts et sur, il y a aussi une question de durée où je suis pas sûr que tu peux se faire des missions de conseil à 100% du temps tous les jours chez le client où tu factures, je sais pas, 1 000 € la journée, quoi. Et puis dans une mission de conseil, il faut qu'il y ait un livrable à la fin. Donc c'est le fameux PowerPoint, c'est un livrable. Je sais pas pourquoi dans l'IT on n'a pas de manager de transition, tu vois. Dans les autres métiers, on fait appel à des managers de transition pour ce genre de sujet, genre il faut déployer un nouveau SIRH, faisons appel à un manager de transition qui va s'occuper de ça, tu vois. C'est typiquement le genre de choses, nous dans l'IT, faut mettre en place la pratique DevOps,
faisons appel à du conseil pour le mettre en place. Le livrable à la fin, c'est peut-être je sais pas, le nombre de déploiements qui a augmenté ou des KPI de déploiement qui ont été mis en place. Ouais, je sais pas. Moi, c'est ce genre de choses que par exemple, sur des audits, sur des produits, je conseille des préconisations et des actions et des métriques à mesurer avant-après pour mesurer si les changements sont effectifs, par exemple, parce qu'effectivement, si on n'a pas d'outils de mesure lorsqu'on expérimente, lorsqu'on donne du conseil sur des directions où aller, en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, vous aurez juste des ressentis sur lesquels vous basez à la fin pour savoir, je sais pas, oui, mon changement sur le SI, il a fonctionné, il n'a pas fonctionné, c'est très relatif, quoi. Ouais. Ah, puis un changement... l'adoption d'une techno aussi, par exemple, si tu passes de Java 6 à Java 8, il y a un moment où ça va être fini, quoi. Ouais, mais c'est aussi parce que tu as des contraintes d'un point de vue sécurité, criticité, je sais pas chez vous, mais vous avez peut-être pas envie d'avoir des briques logicielles qui sont en Java 6 dans votre SI si c'est exposé, s'il y a des failles. À ma connaissance, on n'est plus en Java 6. Voilà. Il y a des failles de sécurité dans Java 6 en dehors de Log4j. Ouais, il doit y en avoir. En cherchant bien, il doit y en avoir. Est-ce que vous faites appel à des freelances plutôt que des ESN de temps en temps? Alors ça peut arriver, les freelances qu'on a, ils sont portés par d'autres boîtes, donc finalement... Ils sont portés par des ESN? Ouais, ils sont portés par des ESN, mais il n'y a pas de règle. En vrai, il n'y a pas de règle. C'est le même combat, un consultant en ESN, un consultant indépendant, au final c'est le même résultat, la même... En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est la personne qui vient, pourquoi, quel mindset, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il se projette, est-ce qu'il a envie de venir chez nous. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. Peu importe après la couleur de la boutique. Guillaume, c'est pareil pour... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein. Nous, on ne fait pas appel particulièrement à des freelances. Par contre, on a des freelances qui sont effectivement portés par des sociétés de services. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le mindset de la personne, ce qu'elle va être capable d'apporter à l'équipe. Et puis, je suis d'accord aussi, il faut qu'il ait aussi envie de venir nous rejoindre. Ok. Là, on a beaucoup parlé des ratios, mais à la fin, comment... si je suis une start-up quelconque, comment je définis le bon ratio interne-externe pour moi? Parce qu'on a vu que vous aviez tous des politiques différentes qui étaient liées au contexte, mais finalement, comment on décide du bon ratio? Vincent, t'as l'air plus motivé. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse, honnêtement. Ce qui est important, je pense que ne pas avoir aucun regard extérieur, c'est dangereux. Parce que finalement, on a tendance à s'enfermer sur nos pratiques, etc. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir un peu. Le bon ratio, je sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas dire un niveau. Je pense que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui valident ou invalident un certain nombre de pratiques, qui peuvent challenger. Alors quand je dis challenger, c'est positivement, c'est-à-dire avoir envie de construire. C'est pas juste ouais, c'est de la merde. Ça c'est facile, mais ça sert à rien. Donc après, c'est comment on amène éventuellement les changements. Voilà. Donc je sais pas te donner un nombre. Je pense que... Voilà, aujourd'hui, pour vous, le 10-20, ça vous suffit? Moi, je pense que ce ratio est plutôt bon. Ouais. Moi, je m'y retrouve. Tu t'y retrouves. Et Guillaume, quel contexte justifie un 60-40 en dehors de nickel, tu vois? 60 d'internes et 40 d'externes. Ouais, par exemple. Typiquement, une phase où tu as beaucoup de projets à sortir en parallèle, avec des échéances très courtes. Genre, je viens de faire une levée de fonds, faut que je la brûle en 2 ans. Par exemple. Ok. Non, mais tout à fait, parce que encore une fois, si on prend cet exemple-là, si tu ne fais que de l'interne, dans 2 ans, qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? Est-ce que tu auras suffisamment de fonds pour continuer l'activité? Ouais. Non, mais ça a du sens, parce que en fait, ce qui s'est passé sur les 2 ou 3 dernières années, c'est que justement, les grosses boîtes qui levaient des fonds, elles pensaient qu'elles pourraient toujours lever des fonds ensuite, et elles sont pas gênées à payer 10% les gens au-dessus du marché. Et puis, une fois que l'argent n'est pas là, elles font des plans de licenciement, quoi. Donc, ou des plans de départ volontaire. Donc, dans l'absolu, effectivement, ou alors tu as des nouveaux marchés, tu vois, tu ouvres des nouveaux marchés, tu dis, la boîte aujourd'hui, elle va ouvrir l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie sur 3 ans, parce qu'on a des fonds pour le faire. Et là, il nous faut des gens pour gérer le changement, il y a plein de choses à faire. Effectivement, c'est des charges qui justifient de monter, c'est ça? C'est typiquement ce qui s'est passé pour Nickel. Hein. On était dans ce cas de figure, avec une expansion à l'international. On a eu besoin de, j'allais dire, plus de bras et surtout plus de cerveau pour mener à bien tous nos projets. Et c'est comme ça ça a été l'un des vecteurs qui a amené beaucoup de prestations au sein de Nickel. Ouais. On va parler de l'onboarding des prestataires.
Comment ça se passe quand on accueille un prestat ou une prestataire? Est-ce que c'est exactement comme un collab ou une collaboratrice, quoi? C'est exactement comme un collaborateur interne. Ouais. Il va recevoir exactement la même machine, il aura les mêmes droits, les mêmes outils. Pour nous, c'est totalement... Il n'y a pas de différenciation entre l'interne et l'externe en termes de process. C'est quoi déjà, du coup, la première journée de quelqu'un qui arrive chez Nickel? Est-ce qu'il y a un petit déj avec des petits pains? Est-ce qu'il y a un déjeuner aux courtes pailles? C'est quoi la journée type? Alors, j'ai vraiment eu le déjeuner aux courtes pailles, un onboarding. C'est pas Nickel, c'est moi. Okay. Moi aussi. Alors, on n'a pas de process établi nous disant qu'on doit absolument emmener la personne à courte paille. Non, généralement, il est accueilli par le manager de l'équipe, il est accueilli par toute l'équipe. Dans le courant de la journée, il va aller récupérer sa machine. Tout de suite, il va procéder à l'installation de son poste de développement. Il va suivre la procédure. Il va être accompagné par les pairs de l'équipe. Ouais. Et puis, ça, c'est la première journée. Dès le lendemain... Est-ce qu'il y a une socialisation Parce qu'en vrai, dans l'onboarding, la socialisation, c'est un sujet. Et du coup, je me demande si, tu vois... Est-ce que quand tu arrives la première semaine ou le premier mois, il y a un moment de socialisation en général où tu rencontres les gens? En dehors de l'équipe, tu veux dire? Est-ce que c'est en dehors de l'équipe? J'ai envie de te dire en dehors de l'IDE, quoi. Ah, tu parles de socialisation avec des vraies personnes en face? Ouais. Oui, bah en fait, on s'arrange, nous, pour que les équipiers soient présents sur site ensemble. Ouais. Ça, c'est pareil, ça favorise grandement à la fois l'onboarding, mais également les échanges après en termes de pratique. Enfin, c'est plus fluide que si on était tous en virtuel, chacun chez soi. C'est possible, mais c'est préférable de le faire quand même aussi en physique. Et Vincent, du coup, vu que tu embauches que des experts, normalement, tu n'as presque pas besoin de leur livrer de doc, ils arrivent, ils savent déjà, quoi. Non, pas du tout. Ils sont experts sur leur domaine, pas sur les logiciels qu'on produit nous. Donc forcément, on les accompagne. Le système est assez proche de ce qui a été décrit par Guillaume. On déjeune avec eux le premier midi, ils voient l'équipe, etc. Enfin, ils sont embarqués. La spécificité peut-être qu'on a, enfin qui doit exister ailleurs, mais que je trouve assez intéressante, c'est qu'ils sont formés sur les logiciels. Ouais. Et il y a un temps de travail aussi avec le service client, parce qu'on a un service client, et du coup on prend les appels qu'il y a des clients, justement des outils, qui permettent de voir, d'avoir un œil sur les problématiques, comment le logiciel est utilisé, etc. Ça c'est une pratique chez l'éditeur logiciel de faire que les techs ils aillent au service client, même si c'est 2 jours par mois, qu'ils fassent du ticket, qu'ils répondent à des tickets. C'est ça, qui se confronte à la réalité de ce qu'on produit. Et vous le faites faire aux prestats aussi? Et les prestats le font, alors ils le font pas en mode ticket, ils le font différemment, mais au début pour prendre un peu la température de voir ce que c'est. Et puis il y a une formation interne aussi sur des notions de compta, sur quelques notions. On fait faire des cas d'usage sur nos outils. Ils apprennent ce que c'est le CAPEX? Non, nous on n'apprend pas le CAPEX. C'est quoi les notions de compta qu'on peut voir sur une journée? C'est des notions de base sur les débits des crédits. Enfin, c'est des rappels. Quelles sont les différentes classes de compte, etc. Comment c'est utilisé, comment on les paramètre dans le logiciel. Ça permet d'avoir une entrée sur la plateforme et de voir dans quel écosystème on va être. En fait, ça permet de comprendre aussi les discussions quand il y a des features métiers. Tiens, il y a tel truc, ça parle d'une, je sais pas moi, de TVA. Ah oui, ok, j'ai 2-3 notions. Ce midi, on en reparlait, genre la TVA, il y avait pas, sur le ticket, il n'y avait pas la TVA somme. Il y avait les deux TVA sur le ticket, il n'y avait pas la somme des 2 TVA. Je me suis demandé si en scannant le justif, le logiciel allait reconnaître la TVA totale. Il a fait l'addition et il m'a noté TVA mix. J'étais en mode incroyable. C'est fou ce qu'on sait faire aujourd'hui. Thomas, c'est quoi les bons onboarding? Toi qui place des consultants, enfin qui a des consultants dans tes équipes qui vont, c'est quoi les onboarding où ils sont mieux accueillis? Déjà, nous on a 2 sortes d'onboarding parce qu'on en fait un aussi pour avoir une vie de groupe chez Shodo. Donc on a un onboarding Shodo où on essaye de... C'est une journée un peu hors du temps où en gros on fait l'accueil, petit-déj. Ensuite on va te montrer les outils, les locaux, les spécificités un peu internes. Et puis après l'après-midi souvent on fait une activité qui n'a rien à voir avec le monde du développement.
un peu au choix du ou de la salariée. Et après... Parce que chez Shodo, il y a 2 sorties par an. Vous allez au ski l'hiver et vous allez à la plage l'été ou pas? On a aussi des séminaires. On vient de faire le premier là, à Nantes récemment. Mais oui, c'est vrai qu'on est en fait... Un séminaire à Nantes, ça ressemble à quoi? Vous faites du vélo dans les vignes ou pas? Non, on est allé à l'île de Ré et on a fait du bateau, on a fait du vélo aussi, d'ailleurs, dans les vignes. Il y avait des vignes? Il y avait des vignes, il y avait du vélo. Franchement, un week-end à Nantes, il y a des vignes et du vélo très souvent, s'il n'y a pas une 4L. C'est vrai, mais là on est parti un peu plus au sud. Mais donc on a cette partie-là, mais qui est à notre main, donc c'est plus facile. Mais en général, comme l'a expliqué Guillaume, les consultants, ils sont quand même assez bien accueillis et ils sont soumis aux onboarding qu'on a chez nos clients. Par exemple, moi je travaille chez Carrefour où c'est full remote. L'onboarding c'est compliqué parce qu'on donne de la documentation, qu'on est en train de le retravailler pour que ça soit un peu plus friendly en termes d'expérience développeur, parce qu'arriver lire de la doc c'est pas forcément essentiel, mais ne serait-ce que faire du pair avec tes collègues, ça peut te permettre de mettre la main rapidement, de te sentir utile, d'apprendre plus rapidement que de lire de la doc. Donc par exemple, moi je donne des précos aux clients quand ils nous demandent, mais voilà, on est très soumis à... quand on vient pour une mission de dev, on fait l'onboarding comme c'est... C'est quoi les précos que tu donnes aux clients? Par exemple, sur les missions où où il y a beaucoup de remote, c'est quand même d'essayer d'avoir un moment où on peut se retrouver, parce que en virtuel c'est compliqué. Si c'est possible en physique. Par exemple, les internes, des fois ils ont des séminaires, des choses comme ça qui leur permettent de rencontrer les gens, mais les prestats c'est pas toujours évident. Les prestats, ils ont pas accès à la cantine? Il n'y a pas de cantine chez vous aussi? Non. Il y a une salle pour déjeuner, mais il n'y a pas de cantine. Ils n'ont pas une taxe sinon pour... tu sais, des fois, tu as un droit d'entrée quand tu es prestataire dans des cantines. Non. Par exemple, là où je suis chez Carrefour, il faut payer 5 € de plus. De base, tu t'assois, tu as payé 5 €. Quoi qu'il arrive. Normal. Mais sinon, à part ça, il y a peu de différence. Mais c'est essayer de créer du lien. Moi, ma préco, c'est vraiment travailler en équipe, quoi. Faites du pair, faites du mob, ça va permettre d'intégrer les gens... Ça reste ma préco. Est-ce que le préconiser de faire du mob, c'est pas normal quand on fait du craft? Si, mais moi je suis vraiment en plus très très sensibilisé sur ce sujet, donc voilà. Mais le mob, c'est une pratique qui peut faire peur parce que ça peut sembler être très coûteux. Donc c'est pour ça. Je vous conseille de mesurer, de prendre des métriques si vous vous lancez là-dedans. Mais les onboarding en mob coûtent moins cher que les onboarding standards où il y a quelqu'un qui fait rien et qui lit de la doc ou qui se lance dans une première tâche à l'aveugle sur un projet. Voilà. Il y a un trend sur TikTok et sur Instagram où il y a un nouveau qui arrive dans la boîte, tu vois. Et il y a quelqu'un qui dit à la développeuse: ah, foutu l'aide, il est en train de démarrer, tu veux qu'on fasse du pair? Et puis il partage son écran, et puis là, il est sur un fond d'écran blanc, et du coup, sur un idéo en blanc. Ah oui, j'ai vu. Du coup, les yeux sont éclatés. Le pair programming, le mob programming, vous faites ou pas, Vincent, Guillaume? Le pair, oui. Le mob, il y en a, mais assez peu, en fait. Je pense aussi que dans le mob programming, il n'y a pas juste les limites qu'on met, nous, en tant que manager ou dirigeant. Je pense qu'il y a aussi des devs qui se sentent jugés, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a des... Enfin, c'est un sentiment, mais je pense qu'il y a aussi cette peur d'être jugé en groupe, quoi. Non, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de coder devant d'autres personnes, et ça fait vraiment peur... même le pair, ça fait peur des gens. Puis c'est exigeant, en fait, même mentalement. En fait, c'est comme quand tu passes au tableau à l'école, quoi. C'est ça. Sur ton cahier tout seul, tu trouves la solution, tu passes au tableau, tu n'y arrives plus. Parce que c'est ça, Guillaume, la notion qu'on décrit, là, le mob, j'ai pas trop envie d'en faire. Enfin, je veux bien regarder, mais c'est pas moi qui code, quoi. Il faudrait demander aux développeurs, mais c'est peut-être ça le sentiment qu'ils peuvent avoir, effectivement, de présenter leur travail comme ça devant tout le monde. Et toi, en tant que manager, s'ils font du mob, mais que le onboarding, il se passe sans souci, c'était une bonne raison de le faire. Moi, j'ai aucune contre-indication à ce qu'ils fassent du pair. Ils font déjà du pair programming. Le mob, ils font essentiellement de la mob review. Ça va pas beaucoup plus loin. Mais s'ils veulent, eux, changer les pratiques et expérimenter des choses, ils ont carte blanche. Parce que dans l'absolu, toi, ce qui est important pour toi, c'est la qualité du logiciel à la fin. Oui. Donc, peu importe le moyen, tant que la qualité elle est là, c'est OK. Alors, qu'importe le moyen, je vais peut-être me faire taper dessus si je te dis oui, mais... Tu veux dire que le budget n'est pas illimité? Non, le budget n'est pas illimité. Est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que, par exemple, tu as... quand tu recrutes un collab en interne chez Nickel, tu veux effectivement que soit quelqu'un qui soit impliqué dans la mission de Nickel, que soit quelqu'un qui comprenne le métier, parce que même si demain la personne change de compétence, il faut qu'elle comprenne le métier. Est-ce que tu es moins exigeant du coup sur le culture fit envers les prestats?
on peut pas avoir le même niveau d'exigence envers le prestataire et un recrutement interne, parce que par essence, on sait que le recrutement interne va durer beaucoup plus longtemps. Après, on est quand même très sensible au fait que les personnes qui nous rejoignent, que ce soit pour de l'interne ou de la prestation, soient très intéressées par ce que nous on fait. Et généralement, si elles sont intéressées, c'est qu'elles se retrouvent dans nos valeurs, elles se retrouvent dans notre modèle de fonctionnement. Et ça, c'est quand même important pour nous. Vincent, est-ce que avoir un cousin comptable ou une cousine comptable, c'est un avantage pour être recruté chez RCA? Parce que déjà, tu ramènes un prospect. Hein. Je pense pas, pas pour des recrutements en tout cas. Pourquoi pas, hein, mais ça peut toujours, on prend, ça peut toujours être sympa. Ouais. Mais c'est pas un avantage. Pas un avantage. Est-ce que la question, c'est vraiment ça, c'est est-ce que tu es moins exigeant ou envers les prestataires? Je pense pas que je change mon niveau d'exigence en fait. Parce que comme les prestats sont intégrés de la même façon dans les équipes, ils vont être amenés à travailler comme les autres de la même façon. Donc j'attends approximativement la même chose de tout le monde. C'est-à-dire le plus d'implication possible, dire quand ça va pas, dire quand ça va, remonter les points critiques, etc. Donc, et j'attends un niveau de qualité assez important. Et justement, du coup, est-ce que un collaborateur ou une collaboratrice qui va rester au moins de 3 ans, a priori, ça dépend de votre turnover, je ne sais pas, mais du coup, est-ce que un prestat que tu t'attends qu'il reste 6 mois seulement, est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit efficace plus vite, tu vois? Je veux dire, le temps avant la première mise en prod, c'est OK. Si c'est un salarié, t'es peut-être OK pour soit une semaine ou 2. Un prestat, il faut qu'il arrive à mettre en prod en 24-48 heures. Non. Je te pose la question. Alors, l'avantage, c'est qu'on met en prod au fil de l'eau, chez nous. Ouais. Donc, justement, donc le premier jour, on doit mettre en prod. On est processé pour ça, mais pas plus un prestat doit pas aller plus vite qu'un interne, en fait. Pour le coup, on fait pas de différence. J'attends pas ça. En fait, ça dépend du sujet, mais j'attends pas de choses en plus. En termes de rapidité, parce que de toute façon il faut s'intégrer dans l'environnement, comprendre les différents projets, quelles sont les interactions, donc pour moi ils partent, c'est balle neuve pour tout le monde, ils partent avec les mêmes avantages mais les mêmes inconvénients, donc ça serait c'est quoi la stack technique? Alors elle est vaste. Elle est vaste. Elle est vaste. En back-end on fait du Java et on fait du Kotlin. Et en front, c'est du Angular. Et puis on a un peu de Kafka parce qu'on s'ennuyait. Et puis. Oui, tu vois, typiquement, un dev front, si tu recrutes un lead dev front, et qu'il n'a pas fait d'Angular, mais qu'il a fait du React ou du Vue, c'est OK. Alors qu'un Presta, il faut quand même qu'il ait fait de l'Angular, quoi. Alors là, pour le coup, on va effectivement. C'est encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la capacité d'adaptation de la personne. Si la personne me dit, ouais, Angular, j'en ai pas spécialement fait, par contre, ça reste du JavaScript. Donc, j'ai les bases, je connais TypeScript, je connais machin. Bon an, mal an, ça peut le faire. Ça peut toujours le faire? Ça peut toujours le faire. Après, effectivement, je te rejoins quand même. Effectivement, on va à 2 profils où on se dit, les 2 profils sont bien. S'il y en a un qui est plus capé Angular, on va le prendre. Par contre, si j'ai un profil Angular qui est plus capé, mais que je sens moins bien dans le mindset, je vais préférer prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément le niveau, mais qui va avoir le bon mindset et je sais qu'il va faire des différences dans le temps. En plus, je prends pas des prestats pour 6 mois. Tu prends pas des prestats pour 6 mois? Non. C'est assez rare. C'est assez rare? Ouais. En général, quand ça dure 6 mois, c'est que ça s'est pas super bien passé. Donc il faut qu'il reste moins longtemps? Non. En général, les prestats chez nous sont plutôt contents, donc ils restent longtemps. Ouais. Quand ça se passe bien, on est plutôt sur 2 ans, 3 ans. Il y a une politique, au bout de 2 ans, ils passent en interne ou ils s'en vont? Non, il n'y a pas de politique. S'ils ont envie de nous rejoindre, on discute. On fait pas de forcing non plus. Il y a tout un tas de devs qui sont aussi contents en ESN parce que ils ont envie de bouger de contexte tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et pas de problème avec ça. Par contre, si effectivement ceux qui veulent nous rejoindre, on étudie. Ouais. Guillaume, tu veux corroborer, compléter, contredire? Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a de la place pour tout le monde. On a des personnes qui se plaisent dans le milieu de l'ESN parce que ça leur offre une variété d'entreprises clientes, donc de métiers différents. Ils ont besoin de ça. D'autres qui, au contraire, vont accrocher sur un environnement particulier, une techno particulière et un métier particulier, donc ils vont vouloir s'inscrire là-dedans. On n'a pas de... C'est pas une contrainte pour nous. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas?
Au final, on en revient à la proposition de valeur de l'ESN. Pourquoi les gens préfèrent être en ESN qu'en direct chez le client, quoi? Effectivement, ça peut être lié à ça, aux propositions de valeur. Chez nous, je sais que comme on a un modèle qui est différent, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a des gens qui sont sortis de chez certains éditeurs pour venir nous rejoindre. Nous, on n'est pas fermé non plus à ce que si quelqu'un qui est en prestation chez un client et que ça se passe bien et que les conditions sont bien et qu'il a envie de rester, pour nous, on n'a pas de clause spécialement de non-concurrence. Mais comme on a un modèle que j'estime être très attractif, ça n'est encore jamais arrivé jusqu'à présent. Voilà, et puis après, il y a la possibilité effectivement d'avoir, en fonction des différentes ESN, une culture qui va être peut-être plus que les gens vont chercher, la possibilité de changer de mission régulièrement. Donc c'est peut-être ça effectivement aussi qui peut faire notre force et en même temps notre faiblesse, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler en société de service et qui ont absolument envie de rejoindre des sociétés, des clients finaux, quoi. On va rebondir sur ce sujet-là pour passer à la troisième partie qui est vraiment typique du marché nantais. La politique au bout de 2 ans, soit le consultant passe en interne, soit il change de client. C'est une politique qui est assez locale dans certaines villes. Elle n'y est pas à Nantes, visiblement, tel que vous en témoignez. Ou est-ce que je me trompe? Il y a des endroits à Nantes où ça se fait, ce genre de politique? Oui, je pense qu'il y a des sociétés qui sont sur ce modèle-là, en tout cas. Ouais. Par contre, je pense que ça a été très vrai il y a quelques années. Ça l'est beaucoup moins, je pense. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est aussi qu'il y a une diversité dans les secteurs à Nantes. Genre, ouais, voilà. C'est pas Toulouse où tout est centré autour de l'aéronautique, quoi. C'est ça. Vous avez quand même beaucoup de bancaires. Il y a beaucoup de bancaires. Historiquement, il y a beaucoup de bancaires. C'est pour ça que Nickel, vous êtes installé ici? Ouais, ça faisait partie des critères. Il y avait la proximité entre Paris et Nantes. Ouais. C'est un peu plus de 2 heures en train, mais ça se fait. Il y a la mer pour attirer les cadres, mine de rien. Il y a des très bonnes écoles d'ingénieurs. Non, c'est une vérité. Hein. En vrai, Nantes, pendant le Covid, c'était terre d'expat. Hein. Personne ne voulait aller à Lyon. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais je pense que ça peut intéresser aussi les non-cadres. Mais c'était juste ma réflexion. Du coup, tu nous disais c'était soit Nantes, soit Londres, c'est ça? Londres, il y a la Tamise, c'est bon pour aller pour se baigner aussi, quoi. Ouais, après, les coûts à Londres sont différents, donc je pense que c'était moins intéressant. D'accord. La différence entre Londres et Nantes, c'est vraiment le coût de la vie. Oh, il y a un petit climat aussi, quand même. Climat. Thomas, toi, t'as bossé à Rennes, t'as bossé à Paris aussi? Ouais. Qu'est-ce qui est typique du marché nantais quand on installe son agence? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé ici, c'est la facilité de se créer un réseau plus qu'à Paris. Enfin, en fait, on a très vite... nous, on s'est localisé ici, à la cantine du numérique. Ouais. Et on a bénéficié d'un réseau qui était très très cool, très chouette dès le début, ce qui nous a permis de rencontrer pas mal de clients, de bosser par exemple rapidement avec Nickel, qu'on connaissait pas forcément quand on s'est installé, de rencontrer pas mal de clients. Enfin, c'est la facilité. Tout le monde se connaît un peu. Prendre un café à la cantine, c'est vraiment un rituel. C'est une bonne occasion en tout cas de croiser des gens de notre réseau. Enfin là, il n'y a personne. Mais, il n'y a personne y a personne dans le café? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Mais voilà, c'est un peu... Je pense que c'est parce que ça manque de lumière. Moi, je crois qu'il y a 3 personnes. Mais clairement, il n'y a personne qui est en train de prendre un café et de réseauter. Mais ce matin, vraiment, il y avait des rendez-vous dans tous les sens, même dans la partie centrale. Là. Mais en tout cas, c'est un peu ce réseau, ce côté, je sais pas, très facile d'accès. En fait, c'est très facile de rencontrer des gens avec qui on peut échanger. C'est moins le cas à Rennes? À Rennes, en fait, j'ai pas trouvé de lieu aussi centralisé. Après, tout simplement, on n'a pas du tout commencé à travailler à Rennes. Nous, et moi, quand j'y étais à l'époque, je travaillais pour une très grosse ESN en tant que développeur. J'avais pas vocation à essayer de trouver du contact, quoi. C'est vrai qu'il y a un showdoer à Lille qui m'a contacté et je lui ai dit viens, on fait un resto à Euratech. C'est parce que il m'aurait dit un resto n'importe où, je l'aurais pas fait. Je la flemme. Mais Euratech, c'est the place to se rencontrer. Il y a cet esprit-là, la cantine, c'est un lieu de rencontre, quoi. C'est la place du marché. Ouais, un peu comme peut-être le Palace aussi, où vous avez fait un épisode déjà. Ouais, on a fait les premiers épisodes de Palace. Et mais je pense que c'est... Même, il y a un job à Nantes qui nous a permis aussi de rencontrer des clients. J'aime bien, il y a beaucoup d'entraide, en fait. Enfin, même, on travaille avec d'autres sociétés de services qui nous... Ouais, t'as pu rencontrer tes concurrents, quoi. Ouais, mais avec qui, au final, on a un lien plutôt d'entraide. On n'hésite pas à se dire, si, par exemple, il y a un besoin auquel on ne sait pas répondre chez un client, on va les renvoyer vers les bons...
vers les bonnes personnes en fait. Ouais. Parce que on sait pas faire, mais si vous savez faire par exemple du passage vers tel provider cloud et que nous on n'est pas forcément identifié là-dessus, allez-y, foncez quoi. Est-ce que l'écosystème à Nantes il a changé au cours des 20 dernières années? Quel est le moment pivot quoi? Alors le moment pivot, j'aurais du mal à le situer exactement. Mais très clairement, ça a énormément changé. Quand on regarde un temps en arrière, à part les grandes administrations et les banques, on avait fait un peu le tour quand même de la place. Des DSI métiers en dehors des banques, il y en a. Hein. Aujourd'hui, elles n'y étaient pas il y a 20 ans? Non. En tout cas, pas en nombre comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai écosystème on a la chance d'avoir des startups qui ont réussi d'ailleurs à grandir. On a encore d'autres startups qui se sont implantées. On a d'autres sociétés qui sont arrivées également dans la région. Toute cette richesse, on ne l'avait pas forcément il y a 20 ans. Vincent, ça fait écho à ce que tu dis? Oui, je constate à peu près la même chose. Effectivement, l'écosystème actuel, depuis quelques années, a quand même beaucoup bouleversé le paysage est beaucoup bouleversé depuis quelques années. Donc, on est passé d'un monde qui était très bancaire, effectivement, à beaucoup plus de diversité aujourd'hui. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à... Est-ce que tu animes... est-ce que tu as besoin d'animer un écosystème de prestataires autour de la société, tu vois? Est-ce que tu as besoin de t'entourer ou juste le process d'achat, ça suffit, quoi? Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas vraiment de process d'achat, en fait. C'est nous qui le gérons au niveau des managers. Ouais. Donc, animer, oui, d'une certaine manière. Effectivement, comme disait Thomas, la cantine... plus les meet-up locaux, etc., permet de rencontrer du monde et de faire venir des gens intéressants. Est-ce que tu penses que si tu avais en mettant tes équipes à Nantes plutôt que dans une autre ville, tu as plus facilement accès à des compétences? Je pense clairement que Nantes attire pas mal là-dessus. Et oui, en même temps, oui, mais il y a beaucoup de boîtes, donc à titre personnel, là, je pense que la concurrence aussi est rude. Ce que je veux dire, c'est que l'offre de compétences des ESN, elle est aussi assez diversifiée parce qu'il y a une diversité de clients en face. Quoi. Parce que quand tu as un seul gros client ou deux gros clients ou un seul secteur qui recrute, du coup, en fait, tu as l'impression que toutes les ESN sont grosses et ont la même taille que leurs clients en face. Tu vois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à Nantes, vu qu'il y a une diversité de clientèle, il y a des PME qui emploient des prestataires aussi, du coup, il y a une diversité qui se retrouve côté des prestataires aussi? Ouais, pour moi, il y a une diversité du côté prestataire. Il y a pas de... moi, je traite pas avec des gros prestataires, dans le sens où c'est des grandes ESN. Je parle en volume. Hein. Donc, moi, je travaille plutôt avec des structures de taille moyenne localement. Quoi. Vous êtes combien aujourd'hui chez RCA au total? On doit être entre 220 et 230. Ouais. Du coup, ça t'intéresse pas forcément de travailler avec une ESN où ils sont plus que 2000, quoi? Non, encore une fois, je cherche un état d'esprit qui n'est pas forcément celui de ces ESN qui répond à d'autres standards, en fait. Ouais, et puis qui répondent à d'autres besoins. Hein. Et d'autres besoins, mais qui ne sont pas les miens, clairement. Toi, Guillaume, chez Nickel, vous êtes combien aujourd'hui? Alors, l'entreprise, on est 750. Après la DSI, on est 160 personnes, grosso modo. Et on monte un peu plus de 200 en comptant les prestataires. Vous êtes déjà un cran au-dessus, ça te permet de travailler avec des prestataires qui sont plus gros ou tu cherches quand même Pour l'instant, encore une fois, on est toujours sur le même modèle, à savoir de la prestation de proximité. Ouais. On n'a pas franchi le pas d'aller sur le centre de service. Pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais pour l'instant, on est plutôt sur des acteurs très locaux. Ouais. On n'est pas encore rentré dans les grosses ESN. Parce qu'il y a des startups qui sont à 15-25 et qui font déjà appel à de l'offshore pour tout ce qui est TMA ou MCO. C'est pas quelque chose de courant ici dans la région, quoi. Non, j'en ai pas en tête. C'est pas vrai. Vous avez jamais vu ça dans vos carrières non plus? Non. Ouais, moi, je l'ai mis en place en société de service, mais plutôt sur des gros clients parisiens. Ouais. Sur des très grands comptes où du coup il y a des volumes et puis il y a de la TMA et de la MCO, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour remercier nos invités. Vous avez aimé l'exercice? C'était cool? C'était très cool.
Très sympa. Très cool. Vous pouvez rencontrer RCA, Nickel et Shodo sur le dispositif Un Job à Nantes #tech. Vous venez de regarder le 4e épisode de Parole de CTO avec Un Job à Nantes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur YouTube, mais surtout abonnez-vous pour voir l'épisode suivant qui sera le dernier de la série. On reçoit très très vite Marine de Lengo et Tristan de EP pour parler de la légende du premier dev qui devient CTO. Est-ce que cette légende est-elle vraie ? Bah, je sais pas pour vous, mais moi j'ai été dev et je suis CTO maintenant. Qu'est-ce que ça parle de moi? Non. Et ben vous le découvrirez. Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Pour l'instant, il faudra vous abonner. À bientôt. Bisous.